Je lève mes deux mains vers le ciel, que Dieu te tue avant la fin de cette année. Que l'esprit de mort puisse localiser ta vie. Que tu meurs dans un grave accident avant la fin de cette année. Ta mère. Ils n'ont pas été préparés, ils ont été imposés. Parce que si les enfants étaient préparés, l'enfant ici n'allait pas pleurer. L'enfant pleure parce qu'elle est blessée doublement. Elle n'a pas de maman pour la défendre, elle a un papa qui n'en fait qu'à sa tête, qui s'en fout de leurs sentiments. Il n'en a rien à foutre. Il pense qu'à son succès, vous avez entendu son pasteur? Il dit, hein, on doit préserver l'apôtre. C'est une grande personne. Les gens qui étaient au Canada, États-Unis, sont venus habiter au Congo avec beaucoup d'argent pour l'épouser. Parce qu'il prêche quoi? Hein? On doit le préserver, lui, en tant qu'apôtre de Dieu. Pas en tant que parent, pas en tant qu'ex de quelqu'un, mari de quelqu'un, un frère, non. En tant que, parce qu'il a le nom, sa grandeur, son niveau. On doit le préserver par rapport à ça. Marcelo prêche quoi? Marcelo qui fait les rendre sur la chair. Il prêche quoi de spécial, Marcelo, en fait? Le vieux et la vieille, là, s'est fréquenté depuis. Le vieux et la vieille s'est fréquenté depuis. Et donc ce sont des chisa. Vous voyez, les pasteurs que vous voyez là, ils ont des chisa. Il y a les mamans que vous voyez là, c'est que maman pasteur, secrétaire du pasteur, c'est nous qui prions pour l'homme de Dieu. Non! Il y a beaucoup des hommes de Dieu, quand ils partent en Côte d'Ivoire, l'église lui réserve déjà des chisa. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu vient, sans sa femme, il y a déjà une bendelle qui s'occupe de l'homme du diable. Parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des hommes du diable. Donc il y a une bendelle qui s'occupe de l'homme du diable. Hein? C'est elle qui doit gérer l'homme du diable pendant son séjour. Pendant qu'il va mentir aux gens pour récolter du pognon, il y a une bendelle qui s'occupe de sa nourriture, une bendelle qui s'occupe de ses habits, une bendelle qui s'occupe de ses slipes, une bendelle qui voit les maramis, le reste des caca qu'il y a dans les caliciers et tout ça là. La bendelle voit les maramis, il y a toutes ces choses là. Et puis, il y a des trucs qui se développent. Beaucoup, vous les voyez, les femmes là ne sont que figurants. Et leurs femmes parfois même sont complices dans cette perversion. Parfois les femmes savent que mon mari, voici ce qu'il fait. Mais comme il faut maintenir le confort, comme il faut maintenir la vie de luxe, comme il faut maintenir les voitures, on ferme les yeux sur ces bêtises là. Et maman sait que papa baise tel, maman sait que écoutez, oui, il chocote tel, on va même, c'est quel mot qu'on va dire là? Il baïtonne, voilà, on va dire baïtonne. On sait que le pasteur baïtonne tel soeur de l'église. On sait que le prophète baïtonne est tel chante, le prophète baïtonne tel autre pasteur, mais on cache. Hein? Donc on reste dans ce baïtonnage là et on cache parce que lui il a le baïton et il baïtonne par-ci par-là. Vous comprenez un peu ce qu'on a en train de dire. Et puis on est obligé de couvrir. Et donc la théorie la plus plausible, c'est que Blanche, si vous regardez son visage vers ces derniers jours, elle était triste. Certainement elle avait découvert que tonton baïtonnait un autre pasteur. Et puis comment est-ce qu'on appelle ça? Vous savez, pour ne pas créer un scandale, hein, dans le monde religieux, parce que apprendre dans le monde religieux que le pasteur Marcelo, qui est reconnu mondialement, qui est suivi par beaucoup de fidèles, toutes ces choses-là, a trompé sa femme, ben c'est un scandale dans le monde religieux. Et certains théoriciens congolais estiment que, ben certainement pour cette raison, le mec a liquidé sa femme. Oui, pour mieux vivre son amour avec la petite Nyama Nyama qu'il est parti prendre. Parce que maintenant, il faut nous dire, est-ce que la petite Nyama Nyama là était vierge? Parce que le pasteur doit nous dire. Parce que là, il y a une théorie qui dit qu'elle est déjà en grossesse. Donc il fallait vite se marier parce qu'elle est déjà en clope. Sinon, le scandale va éclater. Donc il faut vite trafiquer les choses. Parce qu'elle est déjà, c'est dedans. Il a joui, le microbe est rentré, le petit microbe. Donc il faut rapidement faire les choses rapides. Marier, oui. Et puis bon, c'était dedans. Et puis vous allez voir après le mariage là,
Si c'est vrai que c'est dedans, elle va disparaître des réseaux sociaux, elle va disparaître de la toile. Même pendant 1 an, vous allez voir, et on va dire non, après le mariage, elle était enceinte, elle a accouché, et puis voilà, terminé. Elle a accouché, et puis c'est terminé. Est-ce que ça peut aller, mes frères et sœurs? J'ai vu des personnes organiser aujourd'hui une marche à Paris contre le pasteur Marcelo et pour réclamer justice pour Maman Blanche. Parmi ces paroles, il y a une parole qui m'a beaucoup touché. Marcelo assassin. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir que cette parole m'a beaucoup touché. Depuis que cette histoire s'est réveillée sur les réseaux sociaux après le mariage du pasteur Marcelo Tounassi, j'ai organisé plusieurs lives pour que chaque partie puisse donner son opinion, ses argumentations, ainsi que ses preuves. Les mots sont extrêmement forts et extrêmement graves. Nous avons 4 enfants qui ont été laissés par Blanche Tounassi. 4. Pour ne pas dire 2. 4. Pareil, quand ma femme partait, elle m'a laissé 4 enfants. Parmi ces enfants, il n'y a pas seulement que des gamins. Il y a certains qui ont l'âge de l'adolescence. Et il y a certains qui sont majeurs. Personne ne s'est mis en idée. Est-ce que ces personnes pouvaient ressentir quand ils savent que le mère est allé pour une opération et que l'opération s'est mal passée? On reproche au pasteur Marcelo 2 choses. Première chose, qu'il ne vienne pas éclairer l'opinion publique. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une loi qui oblige quelqu'un à venir éclairer l'opinion publique sur les circonstances du décès de son épouse? Quand tous on sait qu'il était à l'hôpital, il y a eu une opération, que la famille reconnaît bel et bien qu'il y a eu une opération, et ensuite un décès. Imaginez que le pasteur Marcelo vienne devant nous, imaginons, et dise, effectivement, ma femme était par exemple allée faire un BBL, avec toutes les preuves, toutes les circonstances, les mêmes que vous êtes. Certaines personnes diront parmi vous, ah donc tu nous as menti. Donc s'il nous a menti, c'est qu'il a forcément quelque chose à cacher. J'ai compris que l'homme noir est dans une insatisfaction totale. Moi, c'est quelque chose que j'ai traversé. Mais ce que le pasteur Marcelo vit, je ne pense pas qu'un pasteur au monde l'ait vécu. Jusqu'à organiser une marche à Paris avec ses photos jetées à terre, piétinées. Waouh! 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 Incroyable, sincèrement. J'ai dit waouh! Parce que si après tout ça, vous vous êtes trompé, j'ose croire que vous allez organiser la même marche pour dire honneur au pasteur Marcelo. Moi, je reconnais que dans l'explication du pasteur Marcelo, qui a été donnée dans la douleur, il y a eu effectivement des contradictions sur les jours de départ et autres. Mais quels sont aujourd'hui les éléments factuels de preuve qu'on peut avoir pour dire que le pasteur Marcelo est responsable de la mort de Maman Blanche? Était-il le chirurgien? Sincèrement, je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Parce que si toute cette histoire, cet acharnement a pour but secret de détruire les pasteurs, sans vous rendre compte, vous êtes en train de rendre le plus grand service au monde au pasteur Marcelo. Car la Bible nous enseigne que notre récompense est au niveau de notre persécution. Moi, jusque-là, je veux les preuves. C'est pour cela que je permets de donner la parole à tout le monde. Ce lundi, tous ceux qui estiment avoir une preuve, je vous attends. On aura un médecin spécialiste dans le domaine des chirurgies qui va se prononcer. On a plusieurs fidèles du pasteur Marcelo qui en ont marre. C'est un de ses parents qui veulent aussi se prononcer. Et je pense que le seul capable de pouvoir abriter et qui a toujours été impartial dans ces différents lives, c'est le général Kabi Makosso. Ce lundi à partir de 20h, heure d'Abidjan, 21h, heure de Kinshasa, de Brazzaville, de Yaoundé, de Libreville, 22h, heure de Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons tirer cette histoire au clair, dans la vérité. Chacun, j'ai au moins 12 questions à vous poser. Parce que Marcelo, jusqu'à actuellement, vous n'avez pas encore parlé. J'aimerais vous inviter sur mon live. Oui. J'aimerais vous inviter. Tôt c'est tôt. J'aimerais vous inviter. Merci. Je suis allé sur TikTok.
Est-ce que tu mets une vidéo en lingala? Vous-même, vous savez que j'ai une culture lingalesque. Et une enquête soit. Mais on veut juste que ça soit transparent, qu'il y ait une enquête quand même, que les gens soient apaisés. Et surtout que la famille a porté plainte. Voilà, moi je pense que une enquête devait être. Voilà, moi c'est par rapport à ça. Comme j'ai dit au départ, moi je suis pour d'autres combats en tout cas. Et cette cause-là, c'est une dame, en tout cas une belle dame, qui a fleur de vie, si je peux dire comme ça, elle est partie comme ça. C'est pas normal, il faut qu'on en sache un peu plus. Voilà, je vais passer la parole à Anna, peut-être qu'il y a aussi un mot à dire. Ces enfants. Du coup, je l'ai traduit. Non, bon. Je l'ai envoyé à ma sister, tu vois, quelques congolaise. Me dit, ma chérie, de quoi parle cette vidéo? Parce que dans cette vidéo, on parlait de la nounou, de Feu, Maman Blanche et de Marcelo. Gang. Je vous avais dit qu'apparemment Blanche était rentrée. Non, avait quitté le Congo pour la Belgique avant d'aller en Tunisie. Pour ceux qui suivent, j'espère que vous suivez. Parce que la merde, si tu rates un épisode, tu as raté ta vie. Si tu rates un épisode, tu as raté ta vie. Blanche était arrivée en Belgique avec ses enfants. Gang. Elle a laissé ses enfants pour aller faire des emplettes. Elle est revenue les déposer chez sa sœur. Sauf que les enfants n'étaient pas seuls. Ils étaient avec qui? Si vous suivez, si vous écoutez, tu dois mettre pause et tu dis. Ils étaient avec qui? La nounou. La fameuse nounou. La femme la plus recherchée actuellement. Oui, elle-même. Faut cadrer. Elle même pas. Il faut se concentrer dans c'est quoi? Oh, je disais, par exemple, tu vois, quand ta mère t'a bien fait là, tu vois, il faut se saucer un peu, c'est important de temps en temps. Je disais donc, après cela, Blanche est allée en Turquie, d'après les dires d'après ce qu'on a pu découvrir. Hein. Sauf que depuis la mort de Blanche et tout, bizarrement, la nounou de Barcelone, on ne la trouve plus nulle part. La nounou de Barcelone est partie se cacher, je ne sais où. Maintenant, Marcelo cherche la nounou. Mais sauf qu'il n'est pas le seul à la chercher. Nous autres aussi, nous la cherchons. La population la cherche, Internet la cherche, les sorciers la cherchent, même les anges la cherchent. Mais la nounou est cachée, la nounou est introuvable. Gang. Sauf que Marcelo, de ce que on va traduire dans la vidéo là, Marcelo est en train d'intimider la famille de la nounou. Marcelo veut retrouver la nounou parce que Marcelo veut empêcher la nounou de parler. Le ciel gris de Paris semblait s'accorder avec la colère qui grondait dans les cœurs des Congolais ce jour-là. Depuis plusieurs semaines déjà, des rumeurs circulaient, des vidéos tournaient sur les réseaux sociaux, des témoignages s'accumulaient, et tous pointaient dans la même direction. Le pasteur Marcelo Tunassi avait des comptes à rendre. Sa femme, connue sous le nom de Maman Blanche, était morte dans des circonstances troublantes, et le peuple refusait d'accepter l'histoire officielle. Une opération ratée? Une crise soudaine? Lança un manifestant en brandissant une pancarte où l'on pouvait lire en lettres rouges « Justice pour Maman Blanche ». La foule reprenait en chœur, scandant des slogans, frappant sur des tambours improvisés, sifflant, criant. Dans le tumulte, une colère organisée se transformait en un mouvement puissant, décidé à ne plus se taire. Les Congolais de Paris n'étaient pas sortis pour un simple défilé de protestation. Ils étaient descendus dans la rue avec une mission, faire entendre leur voix jusque dans les couloirs du pouvoir. Pour eux, le silence du pasteur Marcelo n'était plus tolérable. Pire encore, ses prêches, diffusées en direct sur Internet, où il osait dire qu'il s'en foutait, résonnaient comme une gifle à ceux qui pleuraient encore la disparition brutale de Maman Blanche. Comment un homme pouvait-il afficher tant d'indifférence? Comment un pasteur, qui avait autrefois montré au monde entier combien il aimait sa femme, pouvait-il rester insensible à la douleur et aux interrogations? Un jeune homme, mégaphone à la main, monté sur une barrière métallique, prit la parole. « Marcelo, tu ne peux pas prêcher l'amour et trahir ta propre maison. Si tu as aimé Maman Blanche, pourquoi l'avoir assassinée? Pourquoi nous mentir ?» Les applaudissements et cris fusèrent. Les manifestants brandissaient des photos de la défunte, des banderoles avec des phrases accusatrices. La vérité ou la justice? Marcelo coupable. Maman Blanche mérite justice. La tension montait de plus en plus. Certains témoignages circulaient déjà, prétendant que Maman Blanche avait découvert un lourd secret de son mari, un secret qu'il ne voulait surtout pas voir éclater au grand jour. C'est pourquoi, selon eux, il avait choisi de l'éliminer. Mais ce n'était pas tout. D'autres disaient que Marcelo s'était déjà préparé à se remarier, qu'il cherchait à effacer toute trace de celle qui avait partagé sa vie. Pour les manifestants, cela ressemblait à un scénario écrit d'avance. Supprimer Maman Blanche pour se donner un nouveau visage, une nouvelle liberté. Le gouvernement congolais, jusque-là silencieux, était aussi dans le collimateur des manifestants. Pourquoi protéger Marcelo? Criait une femme, les larmes aux yeux. Pourquoi fermer les yeux sur un crime? Nous ne voulons plus de pasteurs qui sacrifient leurs femmes pour de l'argent et du pouvoir. La foule devenait de plus en plus compacte, envahissant les grandes avenues. Les voitures s'arrêtaient, les passants filmaient, et les vidéos se multipliaient sur TikTok, Facebook, Instagram. Les réseaux sociaux s'embrasaient. On y voyait des Congolais en Europe, mais aussi des soutiens venus d'Afrique, de Kinshasa à Brazzaville, qui appelaient à la vérité. Dans une église, ce même dimanche,
Marcelo prêchait encore. Ses paroles, retransmises en direct, tombaient comme des pierres dans les cœurs. Je m'en fous de ce qu'ils disent, lançait-il, micro en main, sourire aux lèvres. Dieu seul connaît la vérité. Mais ces mots ne calmaient rien. Au contraire, ils enrageaient encore plus les foules. Car comment pouvait-on se réfugier derrière Dieu quand on était accusé de la pire des trahisons, avoir assassiné la femme qu'on avait promis de chérir? Un homme âgé, cheveux gris, la voix cassée, prit la parole au milieu des manifestants. Nous avons cru en toi, Marcelo. Nous t'avons suivi, nous avons donné notre argent, notre temps, nos vies presque. Et toi, tu joues avec nous? Tu as enterré Maman Blanche en Turquie, en vitesse, sans même que la famille voie le corps. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? Le silence se fit, un instant. La gravité de ces mots résonna comme un coup de tonnerre. Car c'était là l'un des points les plus sombres de cette affaire. Le corps de Maman Blanche avait été transporté en Turquie, soi-disant pour recevoir des soins. Mais beaucoup affirmaient que c'était un piège, que l'hôpital n'avait été qu'une façade. Certains murmuraient même que l'endroit ressemblait davantage à un abattoir qu'à une clinique. Les images du cortège funèbre, rapide, presque clandestin, revenaient dans les mémoires. Pas de cérémonie digne, pas d'adieu collectif. Juste un enterrement expédié, comme si on voulait enterrer la vérité avec elle. Marcelo, cria une femme avec rage, tu peux tromper ton église, mais pas tout un peuple. Les cris reprirent, encore plus puissants, secouant les murs de Paris. La manifestation n'était plus seulement contre un homme, elle devenait le symbole d'une lutte plus grande. Une lutte contre l'hypocrisie, contre les abus de pouvoir, contre les faux pasteurs qui utilisaient la foi comme un bouclier pour masquer leurs crimes. Petit à petit, les slogans prirent une nouvelle forme. Pas seulement Marcelo. Justice pour toutes les victimes. Assez des pasteurs manipulateurs. Car oui, derrière le nom de Marcelo, se cachait une colère accumulée depuis des années. Combien de scandales avait-on déjà vu? Combien de familles détruites? Combien de fidèles trompés? Mais ce jour-là, les regards étaient tournés vers une seule question. Qui dit la vérité? Les partisans de Marcelo affirmaient qu'il s'agissait d'une machination, que le pasteur était victime d'un complot visant à détruire son image. Mais face au silence, aux incohérences et à son attitude désinvolte, de plus en plus de voix s'élevaient pour exiger une enquête. Assez de mensonges, répétait la foule, serrée comme une marée humaine. Assez de manipulation. Et au loin, dans les rues, les sirènes de la police commençaient à résonner. Les forces de l'ordre s'approchaient, prêtes à contenir la manifestation. Mais les manifestants n'avaient pas peur. Au contraire, leur voix s'élevait encore plus fort, comme pour dire « rien ne nous fera taire ». Ce dimanche à Paris, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une affaire privée, ce n'était plus seulement une histoire d'église. C'était devenu une bataille pour la vérité. Et tous le savaient. Tant que Marcelo Tunasi ne répondrait pas, tant qu'il n'expliquerait pas clairement pourquoi sa femme était morte dans ces conditions, tant que le gouvernement ne prendrait pas ses responsabilités, les manifestations continueraient. Jour après jour, voix après voix, jusqu'à ce que justice soit faite. La place de la République était noire de monde. Les Congolais de Paris avaient réussi leur pari, transformer un cri individuel en une marée collective. Les tambours résonnaient, les drapeaux s'agitaient, et les slogans s'imposaient dans l'air comme des coups de marteau. Les passants s'arrêtaient, curieux, certains filmaient, d'autres se joignaient même au rang, par solidarité ou par indignation. Le nom de Marcelo Tunasi était partout. Sur les pancartes, sur les banderoles, sur les lèvres de milliers de personnes. Mais ce nom, autrefois synonyme d'inspiration et de ferveur religieuse, était désormais associé à l'ombre, au mensonge, au soupçon. Un groupe de jeunes avait peint une fresque improvisée sur un drap blanc tendu entre deux poteaux. On y voyait le visage souriant de Maman Blanche, entouré de larmes dessinées en bleu. En dessous, une phrase simple. « Qui a tué Maman Blanche ?» Cette question, répétée 1000 fois, traversait la foule comme une blessure ouverte. Pendant ce temps, dans son bureau, Marcelo suivait la situation depuis son téléphone. Les vidéos en direct, les cris, les accusations, tout cela arrivait jusqu'à lui. Et pourtant, il ne cédait pas. Autour de lui, quelques proches essayaient de le raisonner. « Pasteur, il faut parler. Le silence vous condamne. » Mais Marcelo, froid, répondait d'une voix dure. Qu'il crie, qu'il hurle. « Je ne dirai rien. Ma vie appartient à Dieu, pas aux hommes. » Une réponse qui, au lieu d'apaiser, ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Car chaque fois que ses paroles étaient relayées, elles étaient perçues comme une provocation. Dans la rue, une femme âgée, tenant la photo de Maman Blanche contre sa poitrine, avançait lentement au milieu de la foule. Ses pas étaient lourds, mais sa voix portait. « Nous avons enterré nos enfants à cause de la guerre.
Nous avons supporté la misère, l'exil, la douleur. Mais jamais nous n'avions imaginé que même dans nos églises, dans nos foyers, on viendrait nous voler la vérité. Marcelo, tu dois répondre. La foule se tut un instant, par respect. Et puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Cette femme représentait toutes les mères, toutes les épouses, toutes celles qui avaient cru en un homme, et qui voyaient aujourd'hui leurs espoirs trahis. La pression montait aussi du côté politique. Des députés de la diaspora commençaient à s'exprimer publiquement. Certains demandaient officiellement au gouvernement congolais d'ouvrir une enquête internationale. D'autres réclamaient même que Marcelo soit convoqué par la justice française, puisque les manifestations prenaient une ampleur inquiétante. Les réseaux sociaux, eux, n'étaient plus qu'un immense tribunal. Chaque vidéo de Marcelo était disséquée, chaque sourire interprété, chaque silence analysé. Les hashtags se multipliaient. Hashtag justice pour maman blanche. Hashtag Marcelo répond. Hashtag assez de mensonges. Et plus les heures passaient, plus les vidéos en direct montraient la foule grossir. Des chants religieux s'élevaient même par moments, transformant la manifestation en une étrange fusion entre prière et révolte. Mais au fond, derrière les cris, derrière la colère, une douleur persistait. Celle d'un peuple qui avait aimé, admiré, suivi un homme, et qui découvrait peut-être que cet homme avait des mains tachées de sang. Un jeune étudiant, micro à la main, fut invité à parler sur la petite estrade montée au milieu de la place. Ces mots frappèrent les esprits. Si nous nous taisons aujourd'hui, demain d'autres mamans blanches mourront. Si nous fermons les yeux, demain d'autres pasteurs croiront qu'ils ont le droit de tuer, de manipuler, de se moquer du peuple. Non, frères et sœurs, nous ne nous tairons pas. Un tonnerre d'applaudissements et de cris suivis. La foule vibrait, comme une armée qui se préparait à tenir jusqu'au bout. Dans les coulisses du pouvoir, le malaise grandissait. Car Marcelo n'était pas un simple pasteur. Il était une figure influente, riche, soutenue par des réseaux puissants, respecté dans certains cercles politiques. Le toucher signifiait ouvrir une boîte de Pandore. Mais laisser faire signifiait risquer une explosion populaire. Et ce dimanche-là, à Paris, l'explosion semblait déjà commencer. La nuit tomba sur la capitale française. Mais la foule ne faiblissait pas. Les torchers et les téléphones portables allumés créaient une mer de lumière. Les chants, les cris, les slogans continuaient, inlassablement. Les forces de l'ordre encerclaient la zone, prêtes à intervenir, mais hésitantes face à l'ampleur du mouvement. Puis, soudain, un bruit de verre brisé éclata dans un coin de la place. Quelques jeunes, emportés par la colère, commencèrent à attaquer une vitrine. Rapidement, des leaders du mouvement s'interposèrent, criant « Non, pas de violence. Nous sommes ici pour la vérité, pas pour le chaos. » Cette discipline étonnante impressionnait même les policiers. Car malgré la colère, la foule voulait garder une image forte, celle d'un peuple digne, debout, réclamant justice. Dans la maison de Marcelo, loin de Paris, les lumières restaient allumées. Il priait, à genoux, mais ses prières semblaient plus nerveuses que sincères. La peur, peut-être, commençait à s'insinuer. Car il savait que le silence ne tiendrait pas éternellement. Un conseiller, courageux, osa lui dire « Pasteur, chaque minute de silence est une corde qui se serre autour de votre cou. Les gens ne croient plus à l'opération ratée. Ils veulent savoir la vérité. » Marcelo leva la tête, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. La vérité? La vérité ne peut pas être dite. Elle détruirait tout. Ces mots, murmurés presque pour lui-même, laissaient planer un mystère encore plus lourd. Car si la vérité était si dangereuse, alors que cachait-il réellement? À Paris, au même moment, une voix s'éleva au mégaphone. « Nous ne partirons pas tant que Marcelo n'aura pas parlé. » Et la foule répondit d'un seul cri, puissant, déterminé, résonnant comme un serment. Jamais. Cette nuit-là, Paris ne dormit pas. Et dans les cœurs, une certitude s'installait. Ce combat ne faisait que commencer. Les jours suivants furent marqués par une effervescence sans précédent. Les vidéos de la manifestation parisienne avaient fait le tour du monde. De Kinshasa à Bruxelles, de Montréal à Abidjan, la diaspora congolaise relayait les images d'une foule en colère, déterminée à faire tomber le masque de Marcelo Tunasi. Les médias internationaux commencèrent à s'intéresser à l'affaire. De grands journaux titraient « Mystère autour de la mort de l'épouse du pasteur star Marcelo Tunasi. Paris, des milliers de Congolais exigent la vérité. » Dans les plateaux télé, les analystes débattaient. Était-ce le signe d'une révolution morale contre les abus des pasteurs en Afrique? Était-ce une simple vendetta contre un homme influent? Ou était-ce le début d'un scandale bien plus vaste? Pendant ce temps, à Kinshasa, la pression montait aussi. Des familles entières, autrefois fidèles assidus de l'église de Marcelo,
commençaient à douter. Certains quittaient son assemblée, refusant de continuer à chanter des louanges derrière un homme soupçonné d'avoir sacrifié sa femme. Un dimanche, les caméras filmèrent une scène inédite. Au milieu de son culte, alors qu'il parlait de foi et d'épreuves, une partie de la congrégation se leva et quitta l'église en silence. Les chants continuèrent pour ceux qui restaient, mais l'image était forte. Une fissure venait de s'ouvrir dans le sanctuaire même du pasteur. Les réseaux sociaux s'embrasèrent encore plus. Une vidéo montrait une femme en pleurs, quittant l'église, disant face caméra « Je ne peux plus adorer dans un lieu où le sang d'une femme innocente crie encore ». Cette phrase devint virale, reprise des milliers de fois. De son côté, Marcelo persistait. Devant ses fidèles restants, il répétait « Tout cela est un complot de Satan pour me faire tomber. Mais je tiendrai, car Dieu est avec moi. » Pourtant, même ses plus proches commençaient à douter. Certains anciens de l'Église, jusque-là loyaux, se réunissaient en secret. Ils murmuraient qu'il fallait des explications claires. Ils savaient que continuer à suivre un homme fragilisé risquait de détruire toute l'Église. Mais Marcelo n'écoutait plus personne. Son orgueil, sa peur, et peut-être son secret trop lourd à porter, l'empêchaient de céder. En Europe, la diaspora s'organisait. Après Paris, d'autres manifestations éclatèrent à Bruxelles et à Londres. Des associations de défense des droits des femmes prenaient la parole. Pour elles, cette affaire dépassait même le cas Marcelo. Elle révélait le danger de certaines figures religieuses qui prenaient des vies humaines comme des pions dans leur ascension. Si nous laissons passer cela, combien d'autres femmes seront sacrifiées ? Écrivait une militante dans une tribune publiée dans Le Monde. Sous la pression, des députés européens commencèrent à interroger les autorités congolaises. Pourquoi tant de silence ? Pourquoi n'y avait-il aucune enquête officielle ? Certains menaçaient même de saisir la Cour pénale internationale si la vérité n'était pas révélée. La diaspora, galvanisée par ce soutien, redoubla d'efforts. Des pétitions circulaient, récoltant des milliers de signatures. Des lettres ouvertes étaient envoyées aux ambassades. Les chaînes de télévision africaines consacraient des émissions entières au sujet. Et pendant ce temps, le nom de Maman Blanche devenait un symbole. Un visage martyr, une icône de la lutte contre l'hypocrisie religieuse. On voyait son portrait affiché dans des manifestations, dessiné sur des murs, partagé sur des photos de profil. À Kinshasa, la colère grondait aussi. Des jeunes décidèrent d'organiser une marche pacifique devant le siège de l'église de Marcelo. Mais cette fois, les forces de l'ordre intervinrent brutalement. Gaz lacrymogène, coups de matraque, arrestations. Les images firent scandale. On voyait des femmes traînées au sol, des hommes battus, des enfants pleurant au milieu du chaos. Loin d'éteindre la colère, cette répression l'amplifia. Si Marcelo est innocent, pourquoi réprimer ceux qui demandent la vérité ? Criait-on dans les rues. La pression devint intenable pour le gouvernement congolais. Un porte-parole finit par annoncer. Une enquête préliminaire sera ouverte pour faire la lumière sur la mort de Madame Blanche Tunassi. Mais cette déclaration, loin de calmer, fut accueillie avec méfiance. Trop tard, trop faible, trop vague. Les gens voulaient des actes concrets, une convocation, un procès, des preuves. Et pendant ce temps, dans l'intimité de son bureau, Marcelo voyait ses murs se refermer. Ses proches l'évitaient, ses fidèles se divisaient, la justice frappait à la porte. Un soir, seul, il se regarda longuement dans le miroir. Ses yeux fatigués, son visage marqué, reflétaient un homme traqué. Il murmura. Peut-être que la vérité finira par m'écraser. Mais au fond de lui, il savait déjà, la vérité ne pouvait plus être enterrée. Trop de gens la réclamaient, trop de voix s'élevaient, trop de regards pesaient sur lui. Et pour la première fois, une peur qu'il n'avait jamais connue s'installa. Une peur non pas des hommes, mais de voir son empire, son nom, son église, tout ce qu'il avait bâti, réduit en poussière par la vérité qu'il avait voulu cacher. Les fissures autour de Marcelo Tunassi devinrent des crevasses béantes. Chaque jour apportait son lot de révélations, de témoignages, de rumeurs alimentées par des vidéos et des enregistrements diffusés sur les réseaux sociaux. Un ancien membre de son église, visage caché dans une vidéo anonyme, accusa. Maman Blanche avait découvert trop de choses. Elle savait que Marcelo ne prêchait pas seulement la Bible. Elle savait qu'il avait des accords occultes. Elle avait menacé de tout révéler. Ces mots, prononcés d'une voix tremblante, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Même s'ils n'étaient pas encore vérifiés, ils alimentaient un feu déjà dévorant. La diaspora partageait, commentait, analysait. Et chaque nouveau détail jetait Marcelo un peu plus dans le gouffre. Dans son église, les divisions devinrent insoutenables. Certains fidèles, persuadés qu'il était victime d'un complot, continuaient de l'applaudir, criant que Dieu seul juge. Mais d'autres, blessés,
se levait publiquement pour l'accuser. Un dimanche, au beau milieu du culte, une femme s'avança au micro et, devant des centaines de fidèles, lança d'une voix ferme. « Pasteur, nous ne voulons plus de vos paraboles. Nous voulons la vérité sur Maman Blanche. » Le silence qui suivit fut plus violent que 1000 cris. Marcelo tenta de sourire, tenta de répondre, mais les murmures de la salle couvraient déjà sa voix. Les caméras, elles, filmaient tout. Et en quelques heures, la scène se retrouva sur YouTube, TikTok, Facebook, commentée par des millions de personnes. Le gouvernement, de son côté, accéléra la cadence. Des magistrats furent désignés pour interroger la famille de Maman Blanche. Son frère, jusque-là resté discret, sortit enfin du silence. Dans une conférence de presse émotive, il déclara « Ma sœur n'est pas morte d'une opération ratée. Elle a été trahie. Nous avons des preuves que nous allons remettre aux autorités. » Ce fut un tremblement de terre. Les journalistes, jusque-là prudents, se jetèrent sur l'affaire. Les plateaux télé vibraient de débats. Et partout, une question unique revenait. Marcelo peut-il encore échapper à la justice? Les jours suivants, une autre révélation secoua encore plus l'opinion. Un médecin turc, qui aurait été présent lors du séjour de Maman Blanche, accepta de témoigner anonymement. Sa voix, modifiée par les journalistes, déclara « Elle n'était pas censée mourir. Mais il y a eu des pressions. On nous a demandé de ne pas trop parler de ce qui s'est passé dans cette salle. » L'affaire, jusque-là nationale, devenait internationale. Des ONG réclamaient une enquête indépendante. Les médias occidentaux plaçaient Marcelo au centre de reportages chocs, le présentant comme le pasteur aux zones d'ombre. À Kinshasa, des manifestations éclatèrent de nouveau. Cette fois-ci, devant les tribunaux. Des pancartes s'élevaient. Procès pour Marcelo. Justice pour Maman Blanche. Marcelo, acculé, tenta une nouvelle stratégie. Dans un message vidéo, il parla d'une voix grave. « Mes ennemis veulent ma chute. Ils utilisent la mort de ma femme pour me salir. Mais je suis innocent. Je n'ai rien fait. » Mais le mal était déjà trop profond. Car derrière lui, aucun document médical clair, aucune autopsie officielle, aucune preuve solide ne venait appuyer ses paroles. Le flou devenait son pire ennemi. Et bientôt, les rumeurs se transformèrent en menaces judiciaires réelles. Un procureur confirma à demi-mot qu'un mandat pourrait être émis si les preuves rassemblées étaient jugées suffisantes. La peur s'installa définitivement dans le camp de Marcelo. Certains de ses proches collaborateurs le quittèrent discrètement, préférant sauver leur réputation. Ses financiers, craignant le scandale, retirèrent leur soutien. Même des pasteurs autrefois alliés commençaient à prendre leur distance publiquement. Dans une réunion à huis clos, un ancien ami osa lui dire « Marcelo, tout s'écroule autour de toi. Si tu continues à te taire, tu seras seul face à la tempête. » Mais Marcelo, assis dans son fauteuil, les yeux cernés, répondit d'une voix sèche « Mieux vaut mourir seul que de dire la vérité que je cache. » Ces mots glacèrent l'assemblée. Car ils confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. Il y avait bel et bien un secret, quelque chose d'indicible, que Marcelo craignait plus que la prison elle-même. À Paris, la diaspora ne relâchait pas la pression. De nouvelles marches étaient prévues chaque semaine. Les leaders de ces mouvements annonçaient « Nous irons jusqu'au bout. Tant que Marcelo n'aura pas répondu, tant que justice ne sera pas rendue, nous ne cesserons pas. » Dans les rues, des chants continuaient, des prières pour Maman Blanche, des cris pour dénoncer l'injustice, des slogans appelant à la vérité. La mémoire de cette femme, simple et discrète de son vivant, devenait une arme redoutable contre l'homme qui avait bâti un empire sur son nom. Les jours se transformèrent en semaines. Et à chaque nouvelle révélation, Marcelo perdait un peu plus de son aura. Ce qui avait été une figure charismatique et adulée devenait un homme seul, piégé dans ses mensonges, acculé par un peuple qui refusait désormais de se taire. Un soir, dans son bureau, il éclata enfin. Devant ses derniers fidèles, il se leva brusquement et cria « Vous voulez tous la vérité? Vous ne la supporteriez pas si je la disais. » Ses mains tremblaient, son visage ruisselait de sueur. Et dans le silence pesant qui suivit, tous comprirent une chose, la vérité, quelle qu'elle soit, finirait par éclater. Et ce jour-là, Marcelo n'aurait plus où fuir. Le matin où tout bascula, Kinshasa s'était réveillé dans un calme étrange. Les journaux locaux, les radios, les chaînes de télévision, tous avaient la même une, Marcelo Tunasi convoqué par la justice. La nouvelle tomba comme une bombe. Après des semaines de pression, de marches, de cris et de témoignages, la justice congolaise avait enfin franchi un pas décisif. Un communiqué officiel du parquet indiquait « Le pasteur Marcelo Tunasi est invité à se présenter devant le tribunal pour répondre à des questions relatives aux circonstances du décès de son épouse, Blanche M.
Une convocation simple en apparence, mais qui résonnait comme une gifle. Car c'était la première fois que Marcelo, habitué à l'impunité et aux honneurs, était publiquement rappelé à l'ordre par l'État. Dans les rues de Kinshasa, la réaction fut immédiate. Des foules sortirent spontanément, non pas pour manifester cette fois, mais pour célébrer. Les klaxons résonnaient, des femmes dansaient en criant « Enfin! Enfin, on va savoir la vérité !» La diaspora, à Paris, à Bruxelles, à Montréal, explosa aussi de joie. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de célébration se multipliaient, accompagnées de hashtags. Hashtag Marcelo devant la justice. Hashtag la vérité approche. Mais derrière ces cris de victoire, une tension sourde persistait. Car personne ne savait comment Marcelo allait réagir. Allait-il se présenter? Allait-il fuir? Ou allait-il défier la justice, comme il avait défié son peuple jusque-là? Dans sa résidence, l'atmosphère était lourde. Marcelo, entouré de quelques fidèles restants, lisait la convocation d'une main tremblante. Son visage, habituellement impassible, trahissait cette fois une inquiétude profonde. « C'est un piège », murmura-t-il. « Ils veulent me détruire. » Un de ses collaborateurs tenta de le raisonner. « Pasteur, si vous ne vous présentez pas, vous serez considéré coupable. Mais si vous allez, peut-être que vous pourrez convaincre. » Mais Marcelo secoua la tête. Son regard était perdu, ses pensées lointaines. Il savait que ce n'était plus seulement une affaire de convaincre ou non. La vérité s'était infiltrée partout, et tôt ou tard, elle éclaterait. Le dimanche suivant, son église fut le théâtre d'une scène dramatique. Marcelo monta sur scène, le micro en main, devant des centaines de fidèles encore présents. Sa voix tremblait légèrement. « Frères et sœurs, ils veulent me juger. Ils veulent me traîner devant leurs tribunaux. Mais rappelez-vous, Jésus lui-même a été jugé injustement. Si je tombe, c'est parce que le monde me hait, pas parce que je suis coupable. » Certains fidèles crièrent « Amen », mais beaucoup restèrent silencieux. Trop de doutes planaient, trop de questions restaient sans réponse. Les regards échangés dans la salle disaient tout. Même dans sa maison spirituelle, Marcelo n'était plus intouchable. À l'extérieur, des journalistes attendaient, des caméras braquées sur chaque geste, chaque mot. Les manifestants aussi étaient là, pancarte en main, scandant. « Marcelo, rendez compte !» La convocation n'était que le début. Le parquet annonça dans les jours suivants que si le pasteur refusait de se présenter, un mandat d'arrêt international serait émis. Cette menace glaça Marcelo et ses proches. Car fuir signifierait admettre sa culpabilité, mais affronter la justice risquait de tout dévoiler. Les débats enflammèrent les réseaux sociaux. Certains disaient « S'il était innocent, il irait sans crainte ». D'autres répliquaient « C'est un complot, ils veulent abattre un homme de Dieu ». Mais dans l'opinion publique, une bascule était nette. De plus en plus de voix, autrefois silencieuses, réclamaient la vérité à tout prix. Des personnalités, des artistes, des politiciens prenaient position. Même certains pasteurs connus dénonçaient désormais Marcelo ouvertement, disant que l'Église ne doit pas couvrir le crime. Les proches de Maman Blanche, eux, intensifiaient leurs interventions. Son frère, bouleversé mais déterminé, déclara dans une interview « Ce n'est pas une affaire privée. C'est une affaire de justice. Ma sœur a été sacrifiée, et je ne me tairai pas tant que Marcelo n'aura pas répondu devant un juge. » Cette phrase frappa comme une flèche, car elle venait non pas d'un militant ou d'un opposant, mais du sang même de Maman Blanche. À Paris, une nouvelle manifestation géante fut organisée devant l'ambassade congolaise. Des milliers de personnes s'y rassemblèrent, brandissant des portraits de la défunte et scandant « Pas de paix sans vérité. Marcelo assassin ». La tension monta au point que la police française dut renforcer la sécurité. Mais malgré cela, l'image des manifestants débordant sur les boulevards, priant à genoux pour la justice divine et humaine, fit le tour du monde. Pendant ce temps, Marcelo s'enfermait de plus en plus dans son silence. Ses nuits étaient agitées, ses prières devenaient des cris désespérés. Il se sentait traqué, acculé, isolé. Même dans ses rêves, le visage de Maman Blanche apparaissait, son sourire doux transformé en regard accusateur. Un soir, seul dans son bureau, il se leva brusquement, renversa une pile de papier, et hurla. « Qu'ils me jugent alors. Mais jamais je ne leur dirai ce qu'ils veulent entendre. » Sa voix résonna dans le vide. Car autour de lui, il n'y avait plus grand monde pour écouter. Les rangs s'étaient clairsemés. Les collaborateurs fidèles avaient fui. Les fidèles passionnés avaient déserté. Il ne restait qu'un homme, seul face à l'orage, s'accrochant à un trône qui s'effritait sous ses pieds. Et dehors, le monde attendait. Attendu ce moment où Marcelo franchirait enfin les portes du tribunal.
Attendu cet instant où, face au juge, il devrait répondre. Attendu ce face-à-face où les masques tomberaient. L'heure de vérité approchait. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter.